Nicolas, bonjour. Bonjour Vincent. Alors la grande question, c'est tout de même de savoir si la correction que nous avons observée sur les marchés actions entre la fin septembre et la fin novembre est une répétition générale d'un grand marché baissier qui nous attendrait en 2019. En tout cas, c'est une question que se posent beaucoup d'investisseurs. Alors Nicolas, vous nous avez apporté quelques graphiques pour tenter de répondre à cette question. Et le premier, qui apparaît d'ailleurs à l'écran, c'est le S&P 500 en données mensuelles sur très longue période, de 1998 à aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est déjà qu'on observe une hausse vertigineuse. Une hausse vertigineuse qui est décomposée en 5 vagues, et vous allez nous expliquer ce que sont ces vagues. Donc on voit bien 1, 2, 3, 4, 5 apparaître sur l'image. Alors commentez-nous ce graphique, Nicolas, et que signifie-t-il? Alors effectivement Vincent, en regardant ce graphique, on peut voir le côté cyclique des marchés, avec des beaux marchés haussiers, des beaux marchés baissiers. On peut constater l'arrêt du marché haussier en cours. Je vous ai mis en fait un décompte Elliotiste sur ce graphique. Les vagues d'Elliott permettent tout simplement de décompter le marché. On dit souvent qu'un mouvement d'un marché haussier se fait en 5 vagues. Et ici, nous avons effectivement donc, la mise en place comme ça d'un décompte 1, 2, 3, 4 et 5, avec 1.5 qui arrivait en 2018, qu'on a touché, et à partir duquel les cours n'arrivent plus à monter. Alors ça, c'est l'analyse technique, mais bon, si on est profane, on va dire, bon, c'est très bien de compter 1, 2, 3, 4, 5, et puis d'affirmer que c'est la fin du marché haussier, mais quels seraient les éléments tangibles qui pourraient nous faire valider l'idée de la fin du marché haussier, avant même de valider celle d'un marché baissier imminent? Alors je vous rassure, je ne fais pas que des décomptes, il y a aussi derrière cela une analyse psychologique et une analyse macroéconomique des marchés. Ce que je me suis entaché à faire en 2018, en fait, c'était de trouver tous les éléments qui allaient corroborer ma vue de marché, donc de la fin d'un cycle haussier, et peut-être de la mise en place d'un marché baissier. Or, qu'est-ce qui caractérise la fin d'un marché haussier? Eh bien, c'est l'euphorie. On dit souvent qu'un marché haussier naît dans le pessimisme, se développe dans le scepticisme et meurt dans l'euphorie. Alors, quand vous regardez le CAC 40 depuis le début de l'année, vous ne voyez pas l'euphorie, je vous rassure. Pour constater cette euphorie, il faut aller sur le marché directeur et les indices américains, et plus particulièrement en début d'année sur les GAFA, les fameuses valeurs technologiques, qui en l'espace de quelques semaines ont gagné 20-25% dès le début de l'année, nous montrant qu'il y avait une certaine euphorie dans les marchés. Donc ensuite, je suis allé chercher d'autres paramètres pour voir si on retrouvait cela sur d'autres marchés où pend l'économie. Et on peut constater que la confiance des consommateurs américains, par exemple, est revenue sur des plus hauts de 20 à 30 ans, selon les indicateurs. Quand on va dans le détail de ces études de la confiance des consommateurs américains, en début d'année, il y avait un chiffre auquel j'ai accordé beaucoup d'importance, c'est on a posé une question aux investisseurs américains, on leur a dit « Pensez-vous que les marchés vont continuer de grimper à échéance 12 mois ?» Et à ce moment-là, on a eu 85%, c'était un record historique. Pratiquement tout le monde était d'accord pour dire « Oui, la bourse monte, donc elle va monter. » Généralement, quand un consensus comme celui-là se dégage, c'est que on les va faire ennuis l'inverse. vont arriver. C'est ça. Mais on peut le retrouver surtout sur les cotations des sociétés, les introductions boursières, où le pourcentage des sociétés qui perdaient de l'argent et qui s'introduisaient en bourse était au plus haut depuis l'an 2000. Oui, je crois que c'était plus de 90% des sociétés qui se sont introduites en bourse perdaient de l'argent. Ben oui, parce que Tesla, Uber, Netflix, il n'y a aucune de ces sociétés qui gagne de l'argent. Elles accumulent de la dette tous les trimestres. Donc, on voyait bien des investisseurs se porter à l'achat de dossiers dont on ne sait même pas si à long terme ils vont survivre. Donc tout cela amène à dire, selon vous Nicolas, que nous sommes à la fin du marché haussier aux États-Unis, puisque là on parlait des États-Unis. Fin du marché haussier, très bien outre-Atlantique, mais qu'en est-il du marché action européen? Alors vous nous avez amené un autre graphique, et cette fois c'est le CAC 40 GR, dividende réinvesti sur très longue période. Alors il y a quelque chose qui est déjà assez saisissant dans ce graphique, c'est qu'on voit que le CAC 40 GR, qui n'est pas le CAC 40 classique qu'on a l'habitude d'énoncer dans les flashs radio ou à la télévision, ce CAC 40 dividende réinvesti a eu un parcours absolument fabuleux.
Effectivement, on se rend bien mieux compte du marché haussier qu'on vient de traverser ces 10 dernières années en prenant le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Il est beaucoup plus facile de le comparer ainsi au DAX ou aux indices américains. Et on se rend bien compte que globalement, le CAC 40 a pris 200% en l'espace de 9 ans et qu'il commence désormais à patiner. Donc ça aussi, ça appellerait normalement respiration, mais la question c'est, fin du marché haussier, très bien, mais est-ce que pour autant, on va glisser, basculer dans un marché baissier? Pas forcément tout de suite. Parfois, on a une zone tampon entre les deux qu'on appelle zone de distribution, et ça va être une longue zone de latéralisation pendant laquelle on se pose la question en fait, de savoir si on va avoir une récession et donc un marché baissier violent ou si on va réussir à se stabiliser sur les plus hauts. Mais on peut d'ores et déjà dire que le CAC 40 est engagé dans cette zone de consolidation, cette zone latérale. Parce que quand on regarde le même indice, dividende réinvesti en données hebdo, c'est un graphique qu'on a déjà vu dans une précédente émission ensemble, Nicolas, graphique que vous nous avez amené, on voit que depuis quasiment 2 ans, on y est, quoi. On avance latéralement. Oui, on fait du surplace depuis 1 an et demi. On n'arrive plus à aller plus haut. Et dangereusement, alors qu'on évoluait dans la partie haute entre 5200 et 5500 points, maintenant on évolue dans la partie basse entre 4900 et 5200 points. Et vous disiez que c'était des zones tampons qui s'étendaient entre 6 et 18 mois. C'est ça. Donc on y est. On n'est peut-être pas loin de la fin. Bon, cela dit, pour glisser, encore une fois, basculer en marché baissier, il faut un catalyseur. Qu'est-ce que pourrait être ce catalyseur? Alors ce ne sera pas quelque chose que je peux vous énoncer puisque ce sera forcément quelque chose dont on ne parle pas. Les fameux signes noirs. Généralement, la fin d'un marché haussier, c'est une mauvaise nouvelle. Alors est-ce que ce sera sur une banque? Est-ce que ce sera sur un secteur? Est-ce que ce sera sur un pays? Est-ce que ce sera politique, géopolitique ou macroéconomique? C'est impossible à dire. Vous avez peut-être une petite idée tout de même de la nature de l'événement. Est-ce que pour vous, il y a plus de chances que ça soit macro que politique? Je n'ai pas confiance en la politique, mais je suis pratiquement certain que la macroéconomie pourrait nous donner les signaux suffisants. Voilà. Donc oui, politiquement, il peut se passer beaucoup de choses qui peuvent engendrer cela. Qu'est-ce qui vous alerte dans la macroéconomie? On a, lorsqu'on étudie la macroéconomie d'un point de vue planétaire, atteint un pic macro sur les 2 premiers trimestres de 2018. Voilà, on avait toutes les statistiques qui étaient au beau fixe aux États-Unis et qui profitaient notamment des mesures fiscales de Donald Trump. On avait aussi des PMI en Europe qui étaient sur des plus hauts de 2 ans. Après 2016 et 2017, une belle croissance. On avait des PMI qui étaient dans la zone des 60. Et depuis 12 mois, graduellement, on voit que la macroéconomie commence à se détériorer. On a des contractions des PMI, désormais en Italie notamment. On a certains pays où on commence à connaître des contractions en termes de croissance. Donc petit à petit, on passe d'une situation globalement favorable macroéconomiquement à un effritement de cette macroéconomie. Et il suffirait qu'à un moment donné, le ralentissement économique que redoutent les banquiers centraux notamment s'accélère pour que ces derniers soient pris de court et que ça puisse aller très vite. Mais est-ce que de toute façon, pour que ça lâche, il ne faut pas que les indices américains lâchent en premier? Ce sera eux le catalyseur, ce sera eux qui valideront la mise en place. En fait, si vous regardez, il y a plus de 30% des indices mondiaux qui sont déjà en marché baissier. Donc le dernier bastion des acheteurs, voilà, le dernier rempart, ce sont les indices américains. Si les indices américains lâchent, sur l'ensemble de la planète, on va avoir des dégagements majeurs. Alors quand on considère les graphiques que vous nous avez apportés, c'est sûr qu'on a du mal à concevoir que le marché puisse aller plus haut. Mais finalement, si les banques centrales restent plutôt accommodantes, on voit bien que la Fed modère son discours, puisqu'elle s'est fait taper sur les doigts par l'administration Trump. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une prolongation du cycle haussier, contre toute attente finalement? Acheter du temps, oui. Bien sûr. On l'a bien vu, dès que les indices se sont retrouvés sur le fil du rasoir, les banquiers centraux sont sortis du bois. Ils voient les mêmes graphiques que nous, Vincent. Ils savent ce qu'ils les attendent si le marché lâche et veulent absolument l'empêcher. Donc je pense qu'on achète du temps.
De la même façon que Donald Trump a signé un petit peu à court terme une pause entre la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on achète du temps. Cela ne change absolument rien sur la toile de fond et l'inévitable. Donc, en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est dans un environnement qui a complètement changé. Oui. C'est-à-dire qu'on était dans un marché haussier, là on est dans un marché où le doute et le débat l'emportent. Oui, oui, on est dans des marchés qui sont fragilisés. Les marchés émergents sont déjà dans des marchés baissiers. Certains indices de l'Europe du Sud sont déjà en marché baissier. Donc là, c'est, comme je vous le disais, hein, les derniers bastions qui tiennent. Mais il ne faudrait pas grand-chose. C'est une question de confiance, hein, vous savez. Tant que les niveaux actuels tiennent et que la confiance est là, on peut tenir. Nicolas, imaginons maintenant le pire, que le marché baissier advienne. Jusqu'où les actions pourraient-elles chuter? Une correction majeure, c'est 20 à 30%. Un marché baissier appuyé, comme on l'a eu en 2008, c'est 50 à 60%. Donc ça laisse une certaine marge de manœuvre. Prenons l'exemple du CAC 40, par exemple, lui a déjà perdu 12% depuis ses plus hauts. Donc si on valide la mise en place d'un marché baissier, il y a au moins 20% de baisse supplémentaire à venir. Qu'est-ce qu'on fait dans cette perspective, sachant qu'elle n'est pas certaine pour le moment, hein? Alors, on met des stops sur l'ensemble de ces positions. Comme ça, si à un moment donné, les supports dont on a parlé cassent, eh bien, on viendra couper des positions et puis prendre des pertes, ce qui protégera le portefeuille. On se diversifie. On essaye de ne pas avoir que des actions françaises ou américaines, mais on essaye d'avoir un peu d'obligations, un peu d'actions, un peu de matières premières, bref, de diversifier son portefeuille. Et puis, vraiment, un axe important, c'est avoir une poche de cash. Avoir une poche de cash qu'on va utiliser soit pour acheter des couvertures et protéger des actions qu'on aura gardées en portefeuille en prenant des positions baissières sur l'indice, soit pour avoir du cash pour que justement le jour où on aura fait cette correction tant attendue, si elle devait arriver, pour pouvoir profiter de belles opportunités à prix cassé. Nicolas, merci. Merci.